moi, je ne vois pas de progrès dans ces résistances des jeunes du fait de leur formatage pour interpeller seulement les dirigeants dictateurs. Ils ne sont pas outillés pour réfléchir aux accords de partenariat économique, pour savoir d'où nous venons, et aussi parce qu'ils ont eux-mêmes des ambitions politiques. Ils veulent entrer en politique pour devenir comme leurs grands frères. Je suis désolé, je vous assure, je les connais. Moi, tous les jeunes que j'ai vus se battre pour entrer dans les partis politiques, aujourd'hui, malheureusement encore, le cas Macron a aggravé la situation. Ils sont tous persuadés qu'ils sont présidentiables parce que Macron est devenu président. Donc moi, je pense qu'il y a un potentiel. Je suis d'accord, il y a un potentiel qui est réel. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de lieu de formation. Le Forum social mondial, moi je fais partie de la génération qui a lancé le mouvement altermondialiste. Et nous avons créé dans différents pays le Forum pour un autre Mali. On a ces lieux-là. Ce qui me gêne dans ce qu'on considère aujourd'hui comme des mouvements progressistes de jeunes, c'est qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se familiariser avec ces grandes questions qui font qu'on recolonise aujourd'hui le continent. Le cas de l'Afrique du Sud, c'est très bien de parler de l'Afrique du Sud, mais ce qui a manqué à la révolution en Afrique du Sud, c'est qu'ils ont vu les avantages des Blancs, ils ont aspiré aux avantages des Blancs, mais ils n'ont pas voulu un autre paradigme. Thabo Mbeki est venu, était avec Thatcher, ils ont implanté en Afrique du Sud une économie ultralibérale qui fait qu'il y a une minorité de Noirs aujourd'hui, comme on appelle les Black Diamonds, et donc il y a cette réussite d'une minorité de Noirs pendant que l'immense majorité sont dans la misère. La question des terres que Mugabe a eu le mérite de poser et qui a fait qu'on a diabolisé Mugabe, parce que quand on parle du dictateur Mugabe, personne ne parle de la question de Lancaster House. Lancaster House, la loi Lancaster House avait promis à Mugabe qu'on allait redistribuer les terres. Et quand Thatcher est venu au pouvoir avec Tony Blair, ils ont dit pas question de redistribuer les terres et on est entré dans l'ultralibéralisme aussi. Mugabe est devenu ce qu'il est devenu de la faute justement du pouvoir britannique qui ne voulait pas qu'on touche aux terres des Blancs. Donc la situation est explosive en Afrique du Sud, en dépit du fait qu'il y a de la résistance. Le jeune député là qui est constamment en rouge, lui, il touche du doigt les vrais problèmes. Mais moi, j'aimerais voir dans le continent, je vois ça en Europe, je voyage beaucoup ici, quand on a des forums sociaux ici, on voit les jeunes, ils parlent de politique nationale, mais ils savent aussi que les politiques de l'Union européenne sont source de préjudice. Mais nos jeunes ne sont pas encore à ça. Nos jeunes sont en train de dire, on va balayer ceux qui sont au pouvoir, on va prendre le pouvoir nous-mêmes. Mais ils ne savent pas que le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne les attendent de pied ferme. C'est pour ça que je ne suis pas pessimiste, mais je suis en train de dire qu'il y a une formation complémentaire qui est nécessaire pour que nous puissions non pas avoir un pays avec 150 partis politiques, 250 partis politiques. Même si les jeunes sont dans le ballet citoyen, il faut qu'on remette en question ça. Quand je dis, moi j'aime bien ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, Merkel a eu énormément de problèmes pour créer son gouvernement parce qu'il y a la gauche, l'extrême gauche, il y a les écologistes et la droite et tout le reste. Mais vous n'avez pas ce paysage chez nous. Les jeunes ne pourraient pas se situer entre ça. Les jeunes vont suivre le dirigeant politique ou qui a de l'argent, qui peut leur donner de l'argent. Si ce n'est pas le dirigeant politique, un parti qui les aide, c'est l'extérieur qui finance. Quand Obama est allé rendre visite à Yanamar au Sénégal, tout le monde a compris qu'ils sont en train de coopter ces mouvements de jeunes pour en faire des petits jeunes libéraux qui vont appliquer les politiques quand les vieux vont partir. C'est comme ça que je vois. Mais je ne suis pas pessimiste. Et je plaide vraiment pour
la démystification des élections présidentielles en Afrique. L'alternance politique, le changement de régime ne suffit pas. C'est le changement de paradigme économique qui s'impose. Quelqu'un posait la question sur la démocratie. Mais la démocratie, c'est qu'est-ce que... Je suis malade chaque matin quand j'ouvre la radio, une certaine radio. Et c'est à tour de rôle. La déstabilisation pays après pays. Chez moi, et aujourd'hui, on est dans une situation terrible, au nom de quoi la transparence des yeux. Le Mali, ce n'est pas fini, c'est le tour du Congo. Et plein phare sur le Congo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le prochain président va être bien élu? Le Sénégal attend son tour, Madagascar, les Comores, il n'y a pas un seul pays africain et qui ne soit pas au bord de l'explosion. Parce que tous les 5 ans, d'une élection présidentielle à l'autre, les plaies qui s'ouvrent ne sont pas réparées. Ceux qui n'ont pas gagné sont prêts à prendre leur revanche. Mais les questions de vie ou de mort dont on parle ici, mais ce n'est pas ça qui est au cœur du débat électoral. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler de l'immigration sous cette forme-là. De l'Aquarius, c'est quoi l'Aquarius? On ne connaît pas. L'écologie là-bas, on ne connaît pas. Tout ce qu'on sait, est-ce qu'il a été bien élu? S'il n'a pas été bien élu, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Et les armes sont là. Et ici, je ne sais pas combien de partis politiques vous avez, mais nous, pour 18 millions d'habitants, on a 200 partis. J'étais avec un ami tunisien, pour 11 millions d'habitants, ils ont 200 partis. Je crois qu'en RDC, vous en avez 400. On s'est fourvoyé dans des questions de comptage, de résultats. Aujourd'hui, la diaspora malienne est persuadée que c'est une élection transparente qui aurait pu sauver le Mali, sans changement de paradigme économique. L'erreur réside à ce niveau. Alors que la diaspora malienne devrait savoir, partout où elle est, que ce modèle économique ne réussit même pas sous ces cieux-là. Mais quand ils ont l'espoir de retourner dans un pays qu'ils vont développer selon ce schéma, ils seront constamment en colère parce qu'ils seront persuadés que eux, diaspora, elles peuvent mieux, elles savent ce qu'il faut faire. La défiance à l'égard de l'État, aujourd'hui, cette défiance à l'égard de l'État, c'est la défiance aussi à l'égard d'un système économique mondial qui sévit aujourd'hui en Afrique, sans que l'électeur africain sache de quoi il s'agit. C'est ça qui est injuste. Pousser les gens à sortir, à aller à des élections explosives, meurtrières, sans socle idéologique, dans l'ignorance la plus totale de ces enjeux. Alors vous avez cette première génération et la génération maintenant post-coloniale qui sont les victimes des programmes d'ajustement structurel. Parce que le FMI et la Banque mondiale n'ont pas trouvé mieux à faire que de nous dire que l'État vivait au-dessus de ses moyens en donnant du travail à tous les jeunes diplômés. Dieu seul sait qu'on en avait besoin. Un pays, à l'époque, le Mali, 12 millions d'habitants, 200 000 fonctionnaires. On avait besoin d'enseignants, de médecins, d'infirmiers. On a commencé à couper dans leur salaire en disant que la masse salariale était trop élevée. Les enseignants, on leur a promis, on a donné des pécules, 2 ou 3 millions par personne. Des gens qui n'ont jamais eu 1 million entre les mains ont cru qu'avec 2 millions, ils pouvaient aller créer une petite entreprise. Certains ont acheté des taxis, d'autres sont partis, je ne sais où. En tout cas, ils ont dû partir. Au bout de quelques temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'enseignants, il y a un manque d'enseignants. On commence à recruter, à chercher, mais ceux qui viennent n'ont plus le niveau. Alors, on leur dit, puisque l'État n'est pas en mesure, d'abord, l'État c'est le problème, le marché la solution. Donc allez vous débrouiller. Alors quand on a mis ça dans la tête des gens, chacun a voulu créer une école privée, chacun a voulu créer un centre de santé, un dispensaire, une clinique. Donc tout est à plusieurs vitesses. L'État discrédité, depuis le consensus de Washington,
Alors, moins d'État. Après, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Dans mon pays, on me dit qu'il y a la guerre parce que l'État a failli. Je dis non, il n'y a pas d'État depuis la décennie 80. Vous l'avez vidé de son contenu. Alors pourquoi je dis que quand je me rends compte que mes initiatives citoyennes modestes, ce que vous dites, que nous avons essayé, mais nous sommes inaudibles. On est inaudibles parce que tout ce qui ne permet pas aux entreprises transnationales est de réaliser des retours jutés sur investissement. Et écoutez-moi bien, la guerre fait partie de ces investissements. La guerre, c'est du business. La guerre nécessite, il y a des retours sur investissement dans la guerre. C'est pour ça que quand on vous parle de paix, je suis désolé, j'ai regardé de nos chaumières, on regarde ce qui se passe ici, et quand j'ai vu la commémoration qui aurait dû, et vraiment, ça a été une telle boucherie qu'on se dit que la conclusion devait être le devoir, vraiment, sans ruser, sans tricher, et de faire taire les armes. Mais quand on voit qu'à l'issue d'un tel processus et d'un forum de Paris sur la paix, on vient vous parler d'une armée européenne contre qui? Quand c'est l'Europe qui envahit, quand c'est l'Europe qui a détruit la Libye, quand c'est l'Europe qui s'est invitée au Mali, personne ne lui a demandé de venir au Mali, je vous le garantis. On continue, on vous laisse entendre que Serval, c'était à la demande du président malien, je vous dis non. Pourquoi ils se frottent les mains? Parce qu'ils savent qu'il y a un si faible niveau de compréhension des enjeux qu'on peut nous pousser à tout moment à nous attaquer entre nous. Ils vont vendre les armes à l'État, aux milices, aux djihadistes, à tout le monde. Le marché de l'armement étant l'industrie la plus prospère qui crée le plus d'emplois ici. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une fin à ces guerres-là. Quand il y aura la fin de la guerre, la croissance va fléchir. Mais on préfère nous raconter une autre histoire qui est celle de la sécurité, la protection des frontières de l'Europe. Je dis non, tant que vous continuerez à déprotéger les autres, à mettre les vies en péril, les gens partiront. Peut-être qu'ils ne pourront pas passer, ils continueront à mourir en Méditerranée. Mais le fin fond du débat, c'est de reconnaître le droit de jouir pleinement des richesses de leur continent. On nous a fait miroiter à l'EMINC la mondialisation heureuse, l'ouverture des frontières, tout va bien, tout circule, tout le monde circule, les biens, les marchandises, mais pas les humains. Ça, on le sait maintenant. Maintenant, on sait que ça ne fait pas partie, les humains ne font pas partie de la mondialisation heureuse. Et quand on a expérimenté ça, il y a 4, 5, 10 ans, certaines erreurs étaient acceptables. Maintenant, nous n'avons plus le droit de nous tromper. Après avoir écumé le continent et la planète, quand on nous dit que l'Afrique c'est la dernière frontière, cela veut dire qu'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin et plus vite en Afrique dans l'œuvre de destruction et qui a créé les situations qui prévalent aujourd'hui, qu'il s'agisse du climat, du lien social, du chômage, de la pauvreté, la précarité, les retraites. Ils sont déterminés à planétariser davantage ces solutions qui ne marchent pas. Si vraiment ils cessent de nous empoisonner avec le cube magie, et les gens savent, donc je vous assure, il y a trop à dire. Les restes des médicaments, les restes de vos vêtements, le cube magie, et le glyphosate, tout ce dont vous ne voulez pas trouve sa place chez nous, mais sans débat politique. Moi, j'ai envie qu'on verse tout ça dans le débat politique. Mais moi, je veux que vous sachiez qu'il y a surtout un problème avec l'aide. Un problème avec le modèle économique dominant. Le capitalisme, depuis sa naissance, a eu besoin de l'Afrique. De la traite négrière à ce jour, ce système a eu besoin de l'Afrique. Ce système ne peut pas se passer de l'Afrique. La France, ce que la France veut aujourd'hui gagner en termes de croissance et d'emploi,
se gagne malheureusement dans le cadre de cette guerre économique. Et que notre existence sur Terre aujourd'hui est compromise du fait de ce modèle budgétivore, énergétivore, militariste, raciste. C'est ce système qu'il faut changer. Mais exigeons de nos dirigeants qu'ils nous parlent aussi des enjeux économiques, géostratégiques. Est-ce que nous allons être, je ne sais pas moi, il y a un proverbe de chez moi qui dit que le poisson se trompe s'il croit que le pêcheur est venu pour le sauver. Et si vraiment, si nous croyons que ceux qui sont l'investisseur est venu pour nous sauver, nous nous trompons lourdement. Or, pour nos dirigeants, et sans investisseurs étrangers, il n'y a pas d'investissement. Aujourd'hui, les États libéraux se retranchent tous derrière leurs grandes entreprises. Ils espèrent tous que leurs entreprises iront faire du profit en Afrique pour venir résoudre les problèmes ici. Et nous sommes obligés de manger de ce pain-là pour survivre politiquement. Est-ce qu'il est normal que nos pays s'endettent dans des projets de réforme de la justice, par exemple, essentiellement une justice qui obéit aux intérêts des milieux d'affaires, quand le citoyen ordinaire, quand les droits des citoyens ordinaires sont bafoués? J'ai l'impression que nous mettons en place, et nous avons des États aujourd'hui acculés, victimes d'une dépendance financière qui est telle que nous pourrons continuer à élire, même Jupiter peut sortir des urnes, il ne changera rien au sort de notre continent tant que nous n'avons pas accepté le principe d'un débat politique. Nous disons que le monde tel qu'il existe aujourd'hui est non seulement dangereux, mais invivable. Il est clair que l'Afrique, précisément pour n'avoir pas été totalement phagocytée, et a quelques marges de manœuvre. Et tous les aspects de nos réalités qui ne sont pas encore altérés par la logique de l'argent doivent nous permettre aujourd'hui de survivre et de vivre mieux que nous ne le pensons. Mais la balle est dans notre camp. Moi, je pense que la volonté politique et surtout le désir d'écouter davantage les gens ordinaires. Il faut que les élites politiques et intellectuelles descendent de leur piédestal et qu'on reconnaisse que nous nous sommes lourdement trompés de projets de société depuis les années 60 et qu'il ne s'agit pas de transposer l'Occident en Afrique, mais qu'il s'agit pour l'Afrique de s'inventer tous les jours, et Dieu seul sait qu'on en a les moyens. Le monde dit développé est dans l'impasse, donc l'Afrique doit le réaliser, réagir, mais il faut aller vite dans la communication. Les gens ne demandent qu'à apprendre. Moi, je me rends compte dans mes conférences, les moindres rencontres, occasions que j'ai de parler dans les langues nationales de ces choses-là, il y a un intérêt réel. Alors, c'est vraiment un mauvais calcul de croire qu'en évitant ces débats-là, on a la paix. Vous avez la paix avec des citoyens éclairés, avisés, qui ne se tapent pas dessus, qui comprennent qu'ils sont tous victimes d'un ordre économique dominant qui oblige aujourd'hui leurs décideurs, qui qu'ils soient, à agir dans un sens qui ne contribue pas à l'amélioration de nos situations. Alors, de ce travail d'éducation économique, civique et politique naît une nouvelle citoyenneté. Une citoyenneté qui nous permet tous, à tous et à toutes, de participer à la recherche de solutions. Un pays comme le nôtre, enclavé, riche de ses cultures, mais qui est dans l'impasse aujourd'hui, parce qu'on nous a encouragés à faire du coton, premier producteur de coton. Vous ne consommez, vous ne transformez à peine 2% de cette production. Précisément parce que vous vous êtes complu dans l'analyse des autres, ce qu'ils vous ont dit. Et pendant ce temps, votre marché est inondé de fruits.
Nos belles couvertures qui viennent de Tombouctou, d'un peu partout, nous ne les utilisons pas. Nous préférons aller au marché, acheter pour moins cher, justement, des rideaux en nylon. Tout est de mauvaise qualité. Les jours de fête ici, il faut voir nos enfants habillés avec des froufrous qui viennent d'Asie. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez le potentiel, la beauté des textiles africains. Rendre compte d'une nouvelle présence va nous amener à revisiter ces savoir-faire, les choix macroéconomiques, mettre au travail le maximum de gens. Rien que dans le tissage, si vous décidez aujourd'hui de transformer une partie, ne serait-ce que 20 à 30% de notre production cotonnière, en misant davantage sur le biologique, le coton biologique. Mais en amont, il faut commencer par dire aux gens que la chemise que vous portez, issue de ce processus de transformation locale, a une histoire qui est une histoire de libération. Une histoire de réconciliation de vous avec les vôtres, avec vos paysans, vos artisans. Et même si cette chemise n'est pas parfaite, et elle rend compte d'une présence diverse, plurielle, et j'aimerais bien que les politiques intègrent cela. Au lieu de dire, si nous ne faisons pas comme ils disent, ils prendront l'argent. Mais tant mieux, qu'ils nous donnent moins d'argent, mais qu'ils respectent nos choix. Et cela va passer par un marché africain, un véritable marché africain. Je ne parle pas de libre-échange, mais je parle seulement de marché alimenté avec des produits africains de qualité. Les savoir-faire sont encore là. Les métiers à tisser, la nourriture. Et c'est en cela que l'Afrique peut être avant-gardiste. Je vous assure que quand je regarde, en dépit de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, je regarde les gens vivre les moments de solidarité, en cas de mariage, de décès, de baptême, comment les gens savent être ensemble. Le peuple, hein, je ne parle pas des nantis, des élites, les gens ordinaires, quand vous voyez dans les quartiers, comment ils peuvent tout ce que vous décrivez, tout cela, ce potentiel existe partout. Mais ce potentiel révolutionnaire est confisqué par le discours soporifique sur la croissance, l'émergence, et je ne sais plus quoi. Comment vous pouvez émerger quand tous vos gosses meurent en Méditerranée? Moi, je crois que la notion d'émergence doit être bannie du discours des Africains. Croire qu'on peut émerger comme la Chine. La Chine, aujourd'hui, la pollution, les Chinois ont pris conscience du coût écologique du modèle. Alors, comment vous pouvez relever le défi de l'école quand cela se passe dans la langue du colonisateur? Quand nous envoyons nos enfants à l'école, il leur faut commencer à apprendre d'abord le français avant de commencer à comprendre. On veut qu'ils soient compétitifs, au même titre que les jeunes du Nord. Nos enfants sont fatigués, traumatisés dès la naissance. Les parents sont fatigués, traumatisés. La concurrence à tout bout de champ. Dans les moindres interstices de nos sociétés aujourd'hui, vous êtes d'abord des concurrents avant d'être des frères, avant d'être mari et femme, avant d'être des voisins. C'est ça qu'on nous a vendu. Et c'est pour ça que les gens, ils ne peuvent pas tenir sur place. Ils ont tout essayé.